Ce week-end, verrons-nous Cory Sandhagen valider son billet pour affronter le champion ou encore Bonical se racheter auprès des fans? Ce sont les deux questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cette émission, sans oublier toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mercredi 30 avril 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. How the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Cory Sandhagen contre Davison Figueiredo, ce sera notre main event du week-end. L'Américain nous a appris qu'il avait d'abord été question du 8 mars, mais que ce n'était pas possible pour son adversaire dont il a livré une rapide analyse d'ailleurs, en expliquant que dans la catégorie inférieure, celle des poids mouches dont il a été le champion, il jouait beaucoup de sa pression pour s'imposer, mais que c'est beaucoup moins le cas chez les poids coqs, catégorie dans laquelle il a un peu plus utilisé sa lutte, mais quand on regarde contre qui il a fait ça, on se rend compte que c'est contre des combattants qui en réalité ne sont pas de bons lutteurs, comme Rob Font par exemple, ou encore Marlon Vera. Il ne pense donc pas que c'est la stratégie qui sera mise en place samedi soir. C'est vrai que quand on voit la défense au sol qu'a eu Cory face à Oumar Nurmagomedov, on peut se dire qu'il devrait tenir le coup s'il devait se retrouver dans la même situation face à Figueiredo. Sandhagen, il le sait aussi, il est assez gros pour la catégorie et il ne doute pas que ce sera un avantage, même s'il se doute bien que le Brésilien sera préparé pour ça. Il estime aussi que son style matche très bien avec celui de son adversaire, que ça peut le faire briller, et puis même si sa dernière victoire date de 2023 et que le public ne l'avait pas vraiment trouvé à son goût, il pense qu'avec une grosse performance, il pourrait enfin avoir sa chance pour le titre. Je rappelle que l'histoire de sa carrière, c'est en quelque sorte de toujours avoir échoué à un combat d'obtenir une chance à la ceinture. Quand on regarde son opposition de samedi soir, de l'extérieur, et en dézoomant un peu, on n'a pas vraiment l'impression que ça ressemble à un title eliminator, comme on a pour habitude de dire. Maintenant, il s'est aussi dit prêt à être le backup fighter pour le combat entre Merab et O'Malley, la revanche qui aura lieu au mois de juin. C'est vrai que ça peut sembler un peu risqué, mais comme il le dit, j'arrive dans la dernière phase de ma carrière et je dois donc être prêt à me mettre en difficulté, à faire ce que l'UFC attend de moi si ça peut me permettre un jour d'accéder enfin au titre. Et il n'oublie pas d'ajouter qu'il est quand même dans le top 5 de la catégorie depuis 4 ou 5 ans et qu'il a déjà eu sa chance à un titre intérim. C'était face à Petroyan, ce qui lui permet de rappeler à tous qu'il ne sort pas de nulle part. Bonical, lui aussi, sera de la partie ce week-end en Iowa. Forcément, il est revenu sur son histoire d'amour, entre guillemets, avec cet état. Je rappelle que lui était un très gros lutteur universitaire pour Penn State. L'université d'Iowa est elle aussi connue pour son programme de lutte. Il a donc à de nombreuses reprises eu l'occasion de s'y rendre et de se mesurer à leurs athlètes. Très souvent, il en est ressorti victorieux, ce qui a pour conséquence que son nom est assez connu par le public local. Ceci dit, il ne sait pas s'il sera accueilli comme le rival qu'il était il y a quelques années et donc très certainement hué, ou bien comme un combattant de MMA, fier représentant de la lutte universitaire, ce qui pourrait lui valoir le soutien de la foule. Son adversaire à cette occasion, ce sera le néerlandais et ancien double champion du ONE FC, Reiner de Ridder, invaincu en 2 combats au sein de l'UFC. Forcément, Nikal lui a reconnu une très belle carrière et estime que c'est un très bon combat pour continuer de construire la sienne. Il est aussi bien conscient que lors de sa dernière apparition, il n'a pas marqué des points auprès du public. Un combat de striking assez pauvre techniquement face à Paul Craig, mais lui préfère se concentrer sur le positif. Il a emmagasiné de l'expérience, il a passé du temps dans la cage et il est convaincu que ça lui sera bénéfique pour la suite. Il a aussi tenu à répondre à toutes les personnes qui laissent entendre qu'il n'aurait pas compris qu'au-delà du résultat sportif, l'aspect divertissement est aussi très important, en leur rappelant qu'il est à 7-0 en carrière, avec 6 victoires avant la limite, et que donc il a bien compris que c'est un spectacle,
mais lui, à l'heure actuelle, il est concentré sur sa progression et sur le fait de se donner à 100% chaque jour. C'est vrai que dans l'interview que j'ai vue, il est vraiment apparu comme quelqu'un de très humble. Alors est-ce que c'est de la fausse modestie? Je ne sais pas, mais il a répété qu'il était en pleine construction, que ce qui comptait c'était de se donner à fond, de mettre toutes les chances de son côté et que les résultats logiquement devraient suivre. Mais l'important c'est vraiment l'attitude au quotidien, bien plus que le résultat des combats, dans l'immédiat en tout cas, puisque bien sûr le but, on s'en doute, est de devenir champion et pour ça, il faudra engranger des victoires. Celui qui lui fera face maintenant, Rainer Derrider, il s'est répété, il aurait aimé un adversaire mieux classé, un top 5 même pour être totalement transparent, mais le nom de Nikal résonne aujourd'hui comme celui d'un top 5, ce qui est finalement un moindre mal, et reconnaît que c'est une bonne opportunité qui lui est offerte. Bien sûr, il a déjà préparé son discours, son call, comme on dit, en cas de victoire. On se doute bien qu'il ira taper très haut, et bien entendu, il le dit aussi, avec un finish, avec un étranglement encore mieux, je pourrais m'offrir un très beau moment au micro dans l'octogone. Mais bien sûr, avant ça, il faut s'imposer, et pour y arriver, il pense qu'il doit prendre l'initiative du combat, mettre la pression, aller au clinch, lutter, et ne surtout pas faire ce qu'a fait le dernier adversaire de l'Américain, Paul Craig, c'est-à-dire être beaucoup plus dans la réaction que dans l'action. Et vous l'aurez compris, si l'objectif c'est de lutter, ça veut forcément dire que s'il y parvient, il y a un moment où l'on verra un lutteur, Bonical pour le coup, sur le dos, et là on a toujours une interrogation. Les lutteurs sont très bons en position dominante, une fois au sol, mais sur le dos ça peut parfois poser problème. Et ce qu'il dit de Reader, c'est qu'il ne s'attend pas en effet à ce que Nikal soit dangereux depuis son dos. Par contre, il s'attend à ce qu'il soit capable de se relever très vite. Donc il a travaillé en conséquence. Il a aussi avoué que ça faisait un bon moment dans sa carrière qu'il n'avait pas affronté un adversaire avec aussi peu d'expérience en MMA, et donc au final un adversaire avec autant d'interrogations qui l'entourent. On comprend très bien ce qu'il veut dire, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut prendre l'initiative du combat, puisque comme il ne sait pas de quoi est capable son adversaire, il ne veut pas prendre le risque de se faire surprendre. Maintenant, bien sûr, il a quand même travaillé et a pu relever quelques petites choses, notamment que Nikal a de bons déplacements, de bonnes feintes, et que c'est un combattant qui ne prend pas trop de risques et qui n'envoie pas s'il n'est pas sûr que ça va fonctionner. On sait aussi que Derrider, il a rejoint l'UFC parce qu'il n'était pas assez actif à son goût dans son ancienne organisation. Samedi soir, ce sera son 3e combat depuis novembre 2024. Ça lui va parfaitement. Et d'ailleurs, afin de continuer sur cette lancée et de se rendre les choses un peu moins compliquées dans sa vie privée, il a pour projet de rapatrier femme et enfants en Floride pendant toute l'année, puisque je rappelle qu'il est néerlandais, que sa famille vit là-bas, et que donc lui faisant ses camps d'entraînement en Floride, forcément c'est pas la situation la plus simple qu'il soit. Petit point à surveiller quand même pour ce week-end, ce sera la pesée, parce qu'il nous a appris que suite à son dernier combat, il avait pris pas mal de poids, que son corps stockait tout ce qu'il ingurgitait, il a donc dû suivre une diète assez stricte pendant toute la durée de son camp. Espérons que ça se passe bien sur la balance cette semaine. Il fait partie de ces combattants dont on ne savait pas s'il combattrait en moins de 84 ou moins de 93. Lui a fait le choix des moins de 84, tout en se laissant toujours une porte ouverte pour les 93, même si l'objectif c'est d'abord de faire ce qu'il a à faire chez les moins de 84, et les moins de 93, on verra plus tard. Petit rappel avant de passer à la suite, rejoignez-moi gratuitement sur Patreon, le moment MMA. Le lien est sous la vidéo. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué, j'arrive dans une période où le temps va un peu me manquer pour faire les montages vidéo. Donc sur Patreon, vous pouvez retrouver du podcast. Hier, par exemple, il n'y a pas eu de vidéo YouTube, mais il y a eu 3 podcasts sur l'actualité du MMA, un sur Georges Saint-Pierre, un sur Joaquin Buckley, et une sorte de zapping, un journal dans lequel j'ai donné toutes les informations disponibles. Donc n'hésitez pas à y aller, et je le répète, c'est totalement gratuit, et c'est en podcast, donc vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone sans problème, et toujours rester informé de l'actualité du MMA. Sinon, on a Stephen Thompson qui appelle Carlos Prates à venir l'affronter. Voilà, il nous promet que ce sont 2 strikers, et donc ça va se passer debout, pardon.
Le spectacle sera au rendez-vous et on pourra savoir à l'issue de ce combat qui est le meilleur striker de l'UFC. Ce week-end, c'est aussi le retour de Jeremy Stephens, vétéran de chez les vétérans, qui a été faire une petite pige au bare knuckle, si je dis pas de bêtises. Il y a peut-être eu aussi un petit peu de boxe anglaise. En tout cas, voilà, il a été prendre un peu d'argent en dehors de l'UFC. Là, c'est la Iowa, c'est chez lui, il voulait être de la partie. L'UFC lui fait le cadeau. Sachez malheureusement qu'il peut égaler un bien triste record ce week-end, mais un record réservé aux vétérans, puisqu'il pourrait, en cas de défaite, connaître sa 19e au sein de l'UFC, 19e défaite. Il égalerait donc le record de Clay Guida. Il est actuellement à 18, égalité avec Jim Miller et Andrei Arlovski. On parle quand même de combattants qui ont fait de bien belles années à l'UFC, forcément avec des victoires et des défaites. Tout ça pour vous dire que Stephens est quand même un sacré vétéran. Ce week-end, on a vu Malcolm Wellmaker mettre un joli KO au premier round à Cameron Saaiman, qui n'est pas n'importe qui a quand même un petit nom à l'UFC, même s'il n'est pas classé, bien sûr. Il a pris 50 000 $ de bonus, Wellmaker, c'était ses débuts dans la Big League, et il était arrivé par l'intermédiaire du Dana White Contender Series, si je ne me trompe pas. Eh bien, il a quitté son job, il était soudeur depuis 2015, et il s'était dit que le jour où il arriverait à l'UFC et où il prendrait un bonus, ce sera suffisant pour se concentrer à 100% sur le MMA. Je trouve que c'est une bien bonne nouvelle pour lui. Espérons maintenant que les résultats suivent et qu'il ne soit pas contraint dans quelques années de retourner travailler ailleurs qu'à l'UFC en tout cas. Thomas Pinal, lui aussi, vient de battre un record, celui du plus grand nombre de jours consécutifs en tant que champion intérim. Il a dépassé Renan Barão, qui était à 534. Le voilà maintenant à 535. On en a parlé justement hier sur Patreon de la situation de Thomas Pinal qui commence à l'agacer et on s'est demandé si le moment n'était pas venu pour lui de passer à autre chose. Une autre mauvaise nouvelle, Cédric Dumas, comme vous voulez, combattant UFC, s'est fait arrêter en Floride. Il se serait introduit dans une maison, aurait volé des choses. Il y a aussi de la détention d'armes illégales, de la substance aussi, on comprend forcément de la drogue, et de la violence. C'est quand même la 14e fois qu'il se fait arrêter depuis 2014. Je pense que sa carrière à l'UFC est en suspens et qu'il va peut-être plutôt la poursuivre en prison. Si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et tout de suite, on passe à la suite avec Eddie Hearn, un très connu dans le monde de la boxe, une sacrée figure, qui nous a expliqué qu'il était incapable de citer 6 noms de combattants à l'UFC. Pourquoi ? Parce que l'UFC, la promotion, est bien plus grosse que ses combattants et que c'est d'après lui un problème. Alors bien sûr, il doit y avoir des points positifs avec ça et des points négatifs. Maintenant, c'est vrai que l'UFC, surtout depuis que Conor McGregor n'est plus actif, c'est vraiment imposé, comme c'est la promotion avant tout, personne n'est plus gros que la promotion. Conor McGregor avait commencé à l'être, il en avait énormément joué, et je pense aussi que l'organisation et Dana White, par la même occasion, a beaucoup appris de ça. Une annonce de combat avant de passer à votre moment avec la Minute Auditeur, et c'est Michael Chiesa qui affrontera Kurt Magny le 14 juin prochain lors de l'UFC Atlanta. Écoutez, pour ce qui concerne l'actualité, c'était tout pour aujourd'hui, mais ne quittez pas puisque maintenant c'est vous qui avez la parole avec le moment, la Minute Auditeur, pardon. Et on commence avec Ratila qui me dit « Prates par contre, même s'il a indéniablement perdu, j'ai été agréablement surpris de sa défense de lutte et sa réactivité au sol. Écoute, moi aussi je l'attendais pas à ce niveau. Maintenant je me dis aussi que Gary peut-être a énormément travaillé sa défense au sol, sa défense de lutte, mais peut-être que les attaques de lutte, les takedowns, ne sont pas encore à 100% de ce qu'ils pourraient être. Gary, il a beaucoup été attendu comme un striker quand il est arrivé à l'UFC. Il a prouvé qu'il ne l'était pas, donc peut-être qu'il a énormément travaillé le côté défensif et un peu moins le côté offensif, je ne sais pas. On aura sûrement des réponses dans le futur. Xavidov, du coup, concernant Gary, tu me dis, je pense que Gary va nous tenir une petite décennie durant. Écoute, je l'espère, surtout qu'il est actuellement dans une catégorie très dense, avec beaucoup de beaux combats qui l'attendent. J'espère qu'il va nous régaler pendant de bien longues années. Notre ami de chez UFC Analyse et Pronostic, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. D'ailleurs, tu me dis, j'adore ce qu'il se passe dans la catégorie welterweight en ce moment.
Entre le combat Bilal contre JDM, Gary Prates, le retour de Kamaru contre Buckley, Sean Brady qui vient de battre Edwards, Rakhmonov qui va revenir bientôt, ça bouge beaucoup, les profils sont hyper intéressants et il y a de la hype. Impatient de voir le dénouement de tout ça. Je suis d'accord avec toi, pendant très longtemps on a eu des catégories où il y avait de belles choses à faire, mais ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais concrétisé. Là j'ai l'impression que l'UFC met les mains dans le cambouis, il n'hésite pas à faire s'affronter de jeunes prospects, et quand c'est comme ça, tu sais que tu vas en perdre un, même si regarde Gary Rakhmonov, finalement les deux en sont ressortis grandis. Gary Prates il n'a pas été ridicule non plus, on a hâte de voir comment il va évoluer suite à ça. Donc la catégorie est magnifique et franchement ça nous régale. Et on termine avec Zachary qui me dit: je pense que l'UFC a donné l'opportunité à Poirier de partir avec une ceinture parce que sincèrement le combat n'a aucun sens. Mais le problème c'est que Holloway, tu peux pas lui donner tout de suite un combat pour le titre. Poirier non plus, donc tu es obligé de faire un combat malheureusement qui n'a pas de ceinture en jeu à part la BMF. Donc est-ce qu'un Geji Poirier aurait été moins bien? Est-ce qu'il y a vraiment Holloway a été choisi pour la BMF? Peut-être un peu aussi. Et puis c'est aussi un combat qui va régaler les fans et surtout les hardcore fans qui connaissent l'histoire, qui ont vu déjà les deux combats entre les deux, qui ont suivi leur carrière en parallèle. Il y a quand même quelque chose d'assez beau là-dedans, je trouve. Une certaine logique. Les poids plumes puis les poids légers. Holloway qui fait un peu le yo-yo entre les deux, mais qui est apparu la dernière fois en poids léger avant d'affronter Topuria, c'était chez les poids plumes. Il avait battu Geji chez les poids légers et il était apparu comme un vrai poids léger. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, que l'histoire, le dénouement pourrait être différent. Et bien sûr, pour le savoir, il faudra regarder le combat. Donc c'est quand même bien joué de la part de l'UFC. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Rejoignez-moi sur Patreon. Je pense que sur YouTube, d'ici à la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelle émission. Demain, c'est férié. Vendredi, je sais déjà que le timing va être léger. Donc vendredi, ça va se passer sur Patreon. C'est totalement gratuit, je le rappelle. Allez-y, vous écouterez les podcasts. J'espère que vous apprécierez. C'était le moment MMA. Passez tous une très bonne soirée. Salut.